sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 7 novembre et ce matin nous allons nous intéresser au plus beau jour de votre vie. Si vous souhaitez l'immortaliser, David Zaoui, qui est photographe international, devrait satisfaire toutes vos envies. Il me rejoindra dans un instant. Le Français nous parlera notamment de sa passion pour les images, mais également pour les rencontres. Il nous racontera toute son expérience. Restez avec nous et puis en seconde partie, on s'intéressera au savoir-faire artisanal d'Alibé Ambarek, qui est boulanger et qui gère l'établissement La Parisienne à Miami. Il me rejoindra également en seconde partie. Juste avant, c'est la météo avec de belles éclaircies pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Un peu de chaleur également, comptez 26 degrés actuellement sur Hollywood et on attend 28 degrés au meilleur de la journée, soit 83 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, on va s'intéresser au plus beau jour de votre vie, comment l'immortaliser. Et pour en parler ce matin, David Zaoui. Bonjour David. Bonjour. Alors vous êtes photographe international spécialisé dans les mariages. C'est ça. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Pourquoi déjà les mariages? Pourquoi avoir souhaité vous spécialiser dans les mariages? Alors le mariage, puisqu'en fait j'ai réalisé mon mariage, mon propre mariage, j'ai pris un photographe. Et lors de mon mariage, en fait, je me suis rendu compte que la photographie ne pouvait pas être que classique, elle pouvait être artistique. Et c'est là que j'ai vu que ça pouvait être très très intéressant. Voilà. C'est un mouvement qui se développe de plus en plus parce que finalement, c'est vrai que les photos de mariage traditionnelles, même si certains aiment encore ces photos-là et les désirent, peuvent être un peu plus travaillées, structurées, un peu plus décomplexées finalement, c'est ça? Exactement. Vous travaillez sur quoi en fait? Alors moi je travaille avec deux boîtiers, deux gros boîtiers. Maintenant avec le numérique en plus ça s'est démocratisé. On peut arriver à faire maintenant des images beaucoup plus artistiques. On peut travailler directement son sujet maintenant via l'appareil photo. Et donc c'est vrai que maintenant on peut arriver. Et puis en plus maintenant il y a
il y a des concours internationaux, c'est plus la photographie classique. Ouais. Maintenant, on arrive vraiment sur quelque chose d'extraordinaire où on peut vraiment travailler sa photo et avoir maintenant des photographes du monde entier qui font un peu des choses vraiment de carte postale. Et vous jouez en fait sur l'éclairage, vous jouez sur la position des mariés, vous jouez avec le décor, vous jouez avec quoi finalement pour faire des photos créatives? Alors pour faire des photos créatives, en fait, d'abord, je suis plutôt dans le mode reportage. C'est-à-dire que je laisse vivre vraiment les mariés. C'est leur plus beau jour et je ne suis pas là à leur dire tout le temps, toutes les 10 secondes, regardez-moi par ici, avec des photos figées qui vont avoir aucune émotion. Donc c'est vrai que je les laisse vivre leur mariage. Et après, je suis là plutôt à l'affût, un petit peu en mode reportage et comme un invité. C'est-à-dire vraiment, je vais regarder… Donc vous êtes discret, voilà, vous exactement. oublie pratiquement pendant l'événement. C'est ça, je suis habillé comme un invité, costume comme un invité et là, je vais essayer de trouver justement le rayon de soleil, l'éclairage, la petite émotion qu'il y a dans l'œil du marié ou de la mariée en train de regarder un parent, en train de regarder son futur mari. Et là, c'est là où je vais faire les plus belles photos. Et comment on arrive justement à rendre un petit peu intéressant des photos où il y a les témoins, il y a toute la famille, parce que c'est généralement… Bon, c'est joli, mais ça fait un peu vraiment photo de famille. C'est ça, il faut les faire vivre. Et pour ça, on a des techniques. Je ne vais pas révéler toutes mes techniques. Oui, bien sûr. Mais on a des techniques pour les photos de famille, des photos d'amis ou des photos avec les témoins. On a des techniques pour que ce soit un peu plus fun. C'est vrai qu'avant, la photo de mariage et surtout les photos de groupe, on était là, on dit oh là là, c'est pénible, on va voir les photos de groupe. Maintenant, je fais voler les mariés. Je prends des angles complètement différents. À la place d'avoir un angle très standard, je vais m'allonger sous les mariés, par exemple, et je vais faire sauter le marié et puis prendre la photo avec le soleil qui traverse. Donc vous n'installez pas le trépied, non. l'appareil photo, vous les faites mettre tout en randonnion et puis la belle photo en souris à 3, non? Ça marche plus comme ça. Voilà, ça marche. Il y en a toujours, on en fait aussi, bien sûr. Il en faut de la tradition, bien sûr. Exactement, il en faut. Rien que pour les parents, il faut la petite photo traditionnelle. Mais souvent, voilà, maintenant, on allie la photo traditionnelle, classique, avec la photo un petit peu plus fun. Voilà. Un peu décalé, un peu tendance. Exactement. Donc vous êtes français, vous étiez basé dans le sud de la France. Exactement. Mais vous avez également beaucoup voyagé parce que vous êtes photographe international de mariage. Donc on vous a appelé pour faire des mariages aux 4 coins du monde? C'est ça, c'est ça. J'ai eu la chance. Le mariage, c'était très important pour moi au niveau de la photographie. C'est vrai que c'est une passion. Ma deuxième passion, c'est le voyage. Pourquoi ne pas allier les deux, tout simplement. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai eu la chance de voyager en Asie, en Europe, en Afrique, dans les Caraïbes. Et toujours pour des mariages en fait? Toujours pour des mariages. Et vous étiez basé en France et les gens vous appelaient pour venir couvrir leur mariage? C'est ça. Et finalement, qu'est-ce qui les incitait finalement à vous appeler vous plutôt que de faire appel à un photographe local? Alors déjà, une grosse communication sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça apporte énormément les réseaux sociaux. Donc on a les réseaux sociaux. La réputation, j'ai eu la chance de gagner pas mal de prix internationaux dans la photographie de mariage et d'être dans des affiliations internationales. Et donc ça me permet d'être visible un petit peu dans le monde entier. Et pour des mariés qui souhaitent avoir de belles photos, pas forcément que juste la petite photo de mariage, mais de la belle photo artistique, à ce moment-là, des fois ils préfèrent faire appel à un photographe, pourquoi pas de France, pour réaliser leur plus beau jour. Et même pour vous, finalement, vous sortez un petit peu du cadre de la tradition française, c'est ça, des mariages français qui se répètent finalement, et vous sortez un petit peu de cette routine en allant… C'est ça, c'est exactement ça. C'est un défaut, hein. Dans les photographes, on est tous pareils, je pense. C'est que le principal défaut, c'est on s'ennuie vite. Et pour ne pas s'ennuyer, il faut avoir des décors différents, des paysages, donc des paysages différents, une culture différente, qui vont faire qu'on va toujours réaliser de belles photos et ça ne tue pas au moins la créativité. Est-ce que les demandes sont les mêmes dans les différents pays dans lesquels vous avez pu travailler? Est-ce que les demandes pour les photos de mariage sont les mêmes? Ou parfois vous avez des demandes un peu surprenantes ou farfelues Oui, on a toujours des demandes un petit peu farfelues ou différentes, mais c'est vrai que suivant les cultures, on a des choses que l'on peut faire et d'autres que l'on ne peut pas faire. Je vois au niveau par exemple religieux. Donc c'est toujours bien de… moi je discute énormément avec les mariés, savoir déjà ce que eux ils veulent. Est-ce qu'ils veulent plutôt rester déjà dans leur mariage au niveau de la tradition, plutôt quelque chose de classique ou plutôt quelque chose d'exotique. Et après au niveau de la religion, tout simplement sur Internet.
Je me renseigne énormément. Donc il y a beaucoup de recherches en amont. Exactement. Avant de partir couvrir un mariage à l'étranger. Exactement, surtout pour ne pas faire d'impair. On sait que quand on part, je dis une bêtise, en Afrique ou en Asie, voilà, il y a certaines cultures où il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Et ça, eh ben, on n'a pas le droit à l'erreur, tout simplement. Donc là, vous êtes fraîchement débarqué aux États-Unis. Exactement. C'est votre nouveau siège. Oui. Donc vous avez quitté la France. Vous êtes basé ici. C'est intéressant pour vous, en tant que photographe international, d'être venu aux États-Unis? C'est très, très intéressant. En fait, les États-Unis, c'est quand même le pays un petit peu de la photographie. C'est là où a été créé les selfies. C'est la photo de mariage. On sait qu'ici, c'est un gros business, hein. C'est très très important. Il y a un des plus gros salons au monde de la photographie de mariage qui est à Las Vegas et qui chaque année il est donc aux États-Unis. Et les États-Unis sont toujours précurseurs de mode, de techniques photographiques. Donc c'est plutôt bien de venir aux États-Unis justement pour me confronter un petit peu à ce business et à cette ambiance. On parle beaucoup de mariage parce que vous êtes spécialisé dans le mariage. Est-ce qu'on peut également vous contacter pour d'autres thèmes, si on souhaite faire d'autres photos? Exactement. Je suis disponible pour toute proposition, on va dire, hein, décente bien sûr. À ce moment-là, je sais pas, on me contacte et puis on voit ça ensemble. Il ne faut surtout pas hésiter. Donc comment on peut vous contacter, David? Plusieurs moyens. Via les réseaux sociaux, tout simplement, Facebook, Instagram ou autre. On a site internet. Donc c'est David Z sur Facebook? David Z, plus loin, photographe. Photographe sur Facebook. Sur Facebook. Il y a également votre numéro de téléphone et votre site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Parfait. On ne l'a pas précisé, vous faites également ambassadeur pour une marque de photographie? Oui, j'ai la chance d'être ambassadeur pour Manfrotto, qui est le numéro 1 mondial d'accessoires photo dans tout ce qui est sac et trépied. Donc vous ne payez pas le matériel? J'ai des avantages. J'ai des bons avantages. Et donc c'est vrai que ça me permet aussi d'être vu aussi mondialement grâce à cette marque et d'avoir un partenaire qui s'occupe aussi de mon matériel pour toujours être à la pointe. Et voilà. Et après j'ai aussi la chance d'être conférencier pour Nikon, Nikon France. Donc ça, il y a du boulot, enfin vous êtes bien occupé en plus des mariages. Et il y a des projets à développer ici aux États-Unis. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment mettre en place ou est-ce que vous avez des attentes par rapport au pays? Comment ça se passe pour vous? Oui, les États-Unis, pour ça, Miami, déjà rien que Miami, au niveau diffusion d'images, au niveau galerie d'art, il y a énormément de choses. Donc c'est vrai que plus tard, j'aimerais certainement réaliser des expositions sur rien à voir avec le mariage, ou pourquoi pas le mariage, à voir. S'il y a une galerie qui est… parce que je fais des photos aussi sous-marines. On a pu voir pendant l'émission, les photos ont défilé. D'accord. Donc les photos, en effet, clichés, des photos sous-marines avec les mariés, puisque je cherche toujours à faire un petit peu quelque chose qui sorte du classique. Qui sort de l'ordinaire. Voilà, comme bientôt, vous verrez aussi des photos sous-marines avec des requins, avec des mariés et des requins sous l'eau à Belize, ou des photos avec les aurores boréales, avec des mariés pour mon prochain mariage qui est en Islande. À découvrir. Merci beaucoup David d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Nous parler de votre passion pour les mariages, pour les images, photographie internationale. Merci David. Bonne continuation. Merci à vous. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour et tout de suite, on va s'intéresser au savoir-faire artisanal d'un boulanger avec de belles douceurs encore qui nous a apporté ce matin. Il s'agit d'Ambarek Alibé. Bonjour Ambarek. Bonjour. Alors vous êtes boulanger de formation et vous gérez l'établissement La Parisienne à Miami. On vous appelle Ali, c'est ça? Tout le monde m'appelle Ali. Donc je vous appelle Ali également? Pas de problème. Bon, super. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de La Parisienne? La Parisienne a été créée ça fait bientôt 10 ans. Ouais. Le 8 décembre, ça fera 10 ans. Et puis, il y a à peu près 1 an et demi, à peu près 15 mois en fait, on a ouvert un petit café juste à côté, ce qui nous permet d'avoir un labo ouvert. Les gens qui viennent s'asseoir au café ont une vue sur tout le labo, incluant le moulin à farine, la cuisine, la pâtisserie et bien sûr la boulangerie. Ils voient tout en fait. L'idée c'est d'être transparent. Justement, c'est ça. Donc vous souhaitez être transparent parce qu'il y a un savoir-faire artisanal, c'est ça. Enfin, vous voulez vraiment le mettre en avant, que c'est pas de l'industriel, que tous les produits sont faits sur place, travaillés sur place. Ça se passe comment pour vous? Vous utilisez quel type de produit? En fait, voilà. Récemment, depuis qu'on a ouvert le café, on a commencé à faire pour un certain produit bio. On fait on moud de la farine sur place. Donc c'est votre farine, elle est faite sur place? Sur ce produit particulier, pour ce produit-là, oui. Il s'agit de quel produit? C'est un pain multigrain bio fait avec de la farine fraîche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une farine conventionnelle, qu'elle soit bio ou pas, a une durée de vie d'à peu près 1 an. Tandis qu'une farine fraîche, elle a une durée de vie d'à peu près 1 semaine. Ah donc, faut pas traîner. Faut pas traîner. Si elle est gardée à température ambiante. Après, pour la garder, en fait, on la met au frigo. Il fait plus frais et on peut la garder à peu près 2 semaines. Et ça prend longtemps à faire sa propre farine? C'est compliqué? Non, en fait, on a le moulin, on met la farine. Tout dépend de ce qu'on a besoin. On peut mettre une demi-heure, 1 heure de temps, 2 heures, tout dépend. Et la différence est remarquable, au goût, à la texture. Elle est énorme. À quel niveau en fait on arrive à déceler cette différence? C'est des farines déjà qui sont plus difficiles à travailler, dans le sens où elles n'ont pas été blanchies, elles n'ont pas été traitées. La couleur est différente, elle est un peu plus sombre. Elle est beaucoup plus sombre. Après, tout dépend du type de blé aussi. C'est toute une science, c'est tout un savoir-faire. La farine, elle est beaucoup plus, elle se digeste en fait beaucoup plus rapidement. Elle n'a pas de gluten, elle n'est pas blanchie, on ne rajoute pas de produits chimiques, rien du tout. C'est tout simplement du blé bio qu'on met dans le moulin et qu'à la fin, il ressort comme de la farine. Et du coup, là, vous vous en servez pour un produit de votre établissement. Est-ce que l'idée, ce serait de le développer pour tous les produits? Ça serait de faire encore un peu plus, une petite variété. Voilà, tant qu'il y a de la demande, on peut toujours continuer à le faire. Est-ce que le prix s'en ressent forcément? Disons qu'on est complètement à la pointe sud de la Floride. Il n'y a pas beaucoup de blé qui pousse autour, ce qui fait que le blé, il faut le faire venir d'ailleurs. C'est ce qui fait, c'est le transport qui fait que le blé coûte plus cher. Mais le goût change, alors forcément, parfois ça fait plaisir de dépenser un peu plus pour un produit de meilleure qualité ou un meilleur goût. Ça vaut la peine. Vous voulez également insister sur ce savoir-faire, c'est ça? Enfin, tous vos produits sont travaillés, on le voit parce que votre établissement est ouvert sur le labo, c'est ce que vous disiez. Vous insistez sur ce savoir-faire artisanal? En fait, ça fait une énorme différence. Tout ce qu'on fait est fait sur place. On ne sous-traite rien, on n'achète rien. Et c'est important que les artisans en fait, arrivent à reprendre le marché comme c'était avant. Parce que déjà, un produit frais, on met moins de conservateurs, on met moins de produits chimiques, ce qui fait que pour la santé, c'est automatiquement meilleur. Et puis voilà, quoi, je veux dire, si on prend un point de comparaison, les boulangeries en France, quand on trouve que le goût est différent, c'est en partie dû à ça. C'est un produit, un pain fait par un supermarché ne sera jamais à la hauteur d'un pain fait par un boulanger artisanal. Mais on parle de la France, on parle des boulangeries en France. On entend souvent que les produits disponibles sur le territoire américain sont différents, que ce soit la farine, le beurre ou même l'eau. C'est quand même vos ingrédients, vos matières premières pour vos pâtisseries ou pour
pour votre pain. Oui. Alors vous arrivez quand même à faire du pain entre guillemets à la française, ici sur le territoire américain, tout en travaillant sur place. En fait, les farines, l'avantage qu'ils ont, on parlait de la France, l'avantage qu'il y a en France, c'est que les farines sont beaucoup plus consistantes. Ici, les farines sont très très inconsistantes. On peut avoir une certaine consistance sur 2-3 mois, et puis après sur le mois qui suit, chaque semaine est différente. Ah oui. Donc il faut s'adapter continuellement finalement. Continuellement. Après, avec le temps, on apprend à jouer avec. Mais c'est vrai que le client, 99% des cas, ne voit pas réellement la différence. Ouais. Mais le travail est sur nous en fait. Donc c'est beaucoup plus de travail, c'est ce que vous voulez dire? C'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus compliqué, plus d'organisation, plus de travail pour arriver au niveau qui existe déjà d'une bonne boulangerie artisanale en France. Vous avez d'autres difficultés comme ça à rencontrer au quotidien? Il y a beaucoup le personnel. Je pense que tout le monde se plaindra de ça. Mais le climat en Floride, je dirais... C'est ça aussi, l'humidité. Pour conserver un pain croustillant, c'est pas possible. C'est l'ennemi du pain. Vous faites comment pour que la baguette reste croustillante? On fait fermenter. On fait beaucoup de fermentation. Il y a des pains qu'on fait qui fermentent sur 72 heures. Ah oui. Ouais. Donc c'est une technique différente également, qui est compliquée à réaliser. Ouais. Et le rendement s'en ressent, parce que si ça fermente longtemps, vous avez moins de rendement. En fait, oui et non, parce que c'est une organisation. Tant qu'on est organisé, on planifie en avance, on sait comment s'y prendre. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut être très organisé. Après, le pain en soi, quand ça fermente 72 heures et quand ça fermente 8 heures, il y a forcément un goût différent. Différent, oui. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on recherche. On recherche à donner un goût, une texture, pour que les gens, quand ils le mangent, ils disent « Ah, du bon pain français ». Donc là, pareil, vous avez apporté des viennoiseries, on se croirait un petit peu en France ce matin. Ces petites qu'est-ce que c'est ce... Bon, j'ai vu le croissant, le pain au chocolat et le chausson aux pommes, mais devant, il y a trois... on les appelle des Beaujolais. Un peu comme le vin, des Beaujolais. C'est la période en plus, le 16 novembre, donc avec le Beaujolais nouveau. Là, vous nous avez fait des petits Beaujolais, c'est quoi exactement? C'est juste une pâte qui a fermenté, on parlait de la pâte qui a fermenté 72 heures, c'en est une, avec des noix et des raisins. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais quand on le goûte, en fait, c'est complètement différent. Ça a un excellent goût. On le goûtera tout à l'heure pour voir la différence. Vous faites également les viennoiseries traditionnelles, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre établissement? Pour l'instant, on fait juste de la brioche, de la vraie brioche. On fait des pains au chocolat, des croissants, des chaussons aux pommes. Mais après, on envisage d'avoir plus de variétés, quoi. Mais je veux dire, la viennoiserie qu'on fait déjà, le même principe, on utilise de la fermentation. On ne la fait pas au bout de 2 heures ou on va dire une vingtaine d'heures. Ça nous met, celle qu'on fait, les croissants, ça nous met du début à la fin 4 à 5 jours. Pour faire une commande de croissants, enfin pour faire les croissants. 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Ah oui, donc c'est vraiment une organisation. C'est de la fermentation, beaucoup de fermentation. Après, ça passe parce qu'en fait, ça devient automatique. On sait comment faire, on sait par quoi commencer et par quoi finir. Je veux dire, le stock à la fin n'est jamais interrompu réellement. Mais voilà, ce qui compte, c'est avoir le produit, la qualité, et puis quand quelqu'un le goûte, là déjà on sent l'odeur. Oui, ça sent. Dans le studio, on sent vraiment que ça sent limite sorti du four. On a l'impression que c'est sorti du four et que ça arrivé sur le plateau. Ça a été cuillère, ça. Ouais, non, ça sent, il y a vraiment une bonne odeur. Et est-ce que vous avez des produits phares, des produits typiques? Est-ce que vous avez des produits à signature à la parisienne? En fait, tout ce qu'on fait, c'est des choses, pour la plupart, à l'exception des baguettes. On a plusieurs variétés de baguettes. Oui, parce que vous avez les viennoiseries, mais il y a également la partie boulangerie. Oui, on a le pain bio que je pense, selon ce que je sache, qu'on est les seuls réellement à faire ça. Du pain fait avec de la farine fraîche. Après, on travaille avec un levain. On utilise du levain qu'on a commencé depuis qu'on a ouvert. Ça fait presque une dizaine d'années. C'est toujours le même levain qu'on rafraîchit. Et un vieux levain, ça donne un meilleur goût. On a des pains qui poussent qu'avec le levain. Ils n'ont pas 1 gramme de levure.
Ouais. Ça met beaucoup de temps, mais à la fin, ça vaut la peine. C'est un pain qui se garde pendant pas mal de jours. Le pain bio en soi, il peut se garder 4 jours sans le mettre au congélateur, sans le mettre au frigo, ni quoi que ce soit. Ici? Tout simple, ici. Mais il est plus avec l'humidité, il perd en texture. Non, le pain bio, en fait, c'est une farine qui est complètement différente. Il se garde pas très longtemps parce qu'il y a des produits chimiques, mais au contraire, c'est parce que c'est très naturel. Et il se garde très très longtemps. Après, on a les pains qui fermentent, les pains au levain qui fermentent qu'avec du levain. Ceux-là se gardent aussi 3 jours à peu près, en moyenne. C'est parce que c'est une fermentation très très lente et la présence du levain aide la conservation. Donc il faut être patient, c'est ce que vous dites. Il faut être beaucoup patient. Pour des produits de qualité, il faut beaucoup de patience. Nous, on l'a été également. Là, je pense qu'on va aller se servir un café et déguster vos petites viennoiseries. Comment on peut retrouver votre établissement? Vous êtes situé où exactement? On est situé 1909 Northeast 154e rue, sur North Miami Beach. C'est pas forcément un endroit qui est dans un centre commercial, parce que voilà, on était déjà présent là-bas. Mais la qualité des gens qui viennent vers nous, c'est beaucoup d'Européens, beaucoup de gens qui savent, qui ont du palais, qui savent manger. Donc ça fait énormément plaisir. Beaucoup de patience, de la qualité, on aura compris que c'était les maîtres mots. Merci beaucoup, en tout cas, vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran, le numéro de l'établissement, mais c'est également le site internet. Merci à vous d'être venu nous présenter votre savoir-faire artisanal. On va aller déguster ça maintenant. Merci à vous. On est obligé, parce que Merci. ça sent tellement bon, on salive depuis tout à l'heure. Il va falloir goûter. Merci beaucoup Ali d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Je ne vous garde pas trop, on va devoir déguster les produits de la Parisienne, le savoir-faire artisanal d'Ambarek à Libé. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à regarder cette émission en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou à nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain dès 9 h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain.